Ma sœur a de nouveau perdu son travail et m'a demandé de couvrir ses factures pendant un certain temps, 10 ans, jusqu'à ce que je me remette sur pied. Alors j'ai rétorqué, je suis vraiment fatigué d'entendre la même chose depuis 15 ans. Je m'appelle Joséphine, j'ai 30 ans. Je suis une mère célibataire d'un garçon de 10 ans nommé Henri. Et apparemment, j'ai aussi été la bouée de sauvetage financière de ma famille pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. Je vis en banlieue, à environ 45 minutes de chez mes parents. Je suis propriétaire de ma maison, je l'ai remboursée il y a 2 ans, et je travaille à distance depuis le début de la pandémie. Mon travail paie bien, et j'ai toujours été responsable avec l'argent. Pas flamboyante, pas dépensière, juste prudente. Je pensais que cela me vaudrait le respect ou au moins de l'espace. Grace, ma sœur cadette, a 38 ans et n'a pas conservé un emploi stable depuis plus d'une décennie. Elle parle toujours comme si elle était trop talentueuse pour un travail de débutant. Même si le monde a en quelque sorte échoué à reconnaître son génie pendant 15 années consécutives, elle a étudié la production musicale à l'université, a essayé de devenir DJ, puis a lancé une idée de start-up à moitié aboutie impliquant des NFTs. Puis une newsletter sur la crypto-monnaie qui, selon elle, avait des milliers d'abonnés. Maintenant, elle était de nouveau au chômage, ce qui dans ma famille signifiait une chose. Quelqu'un allait me demander de l'argent. J'ai su que quelque chose se préparait dès que je suis entré dans la maison de mes parents. Maman avait ce sourire aux lèvres pincées qu'elle a quand elle a répété un discours 10 fois et pense qu'il va paraître naturel. Papa était inhabituellement silencieux. Grace était déjà assise à table, ce qui était le premier signal d'alarme. Grace n'est jamais en avance, sauf s'il y a de la nourriture, de l'argent ou de la sympathie en jeu. Nous avons échangé des banalités, le travail, le temps, comment Henri s'en sortait à l'école, j'ai répondu poliment, laissant la conversation dériver comme je le faisais toujours. Maman a servi le rôti. Grace a fait une blague désinvolte sur le fait que la sauce était comestible cette fois-ci, et j'ai eu un petit rire juste pour maintenir la paix. Puis, juste au moment où je coupais ma viande, maman a posé sa fourchette et s'est tamponné la bouche avec sa serviette comme si elle allait annoncer un décès. Alors, a-t-elle dit de ce ton prudent qui signifiait « prépare-toi ». Grace a eu un peu de malchance au travail. Je n'ai même pas levé les yeux à nouveau. Les yeux de maman se sont aiguisés. Joséphine, ce n'est pas le moment. Je ne suis pas sarcastique, ai-je dit. Je ne me souviens littéralement pas quel travail elle avait ce mois-ci. Papa est intervenu, la voix basse et sévère. Ta sœur traverse une période difficile. Nous sommes une famille. Nous nous soutenons mutuellement. J'ai expiré par le nez. Je soutiens cette famille depuis que j'ai 20 ans. Maman a continué comme si elle ne m'avait pas entendu. Le loyer de Grace est dû la semaine prochaine, et avec l'économie actuelle, nous avons pensé qu'il serait plus logique que tu l'aides à couvrir ses factures pendant un certain temps, juste jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. J'ai lentement posé ma fourchette. Je suis désolé. Quoi? Elle a souri trop doucement. Tu as la maison, le travail, les économies. Tu dis toujours qu'Henri n'a pas besoin de grand-chose. Tu vis confortablement. Et à cause de cela, ai-je dit lentement. Tu penses que je devrais payer le loyer de ma sœur de 38 ans? Papa s'est penché en avant. La famille est de la famille. Sans se plaindre. Il y a eu un long silence. J'ai regardé Grace, qui a eu l'audace de hausser les épaules. Ce n'est pas pour toujours, Joe. Juste quelques mois. Tu as déjà dit ça, ai-je répondu. Chaque fois que tu te plantes, ce n'est que pour quelques mois. Puis ça devient un an et d'une manière ou d'une autre, je paie pour tes mauvaises décisions pendant que tu restes assise à prétendre que le monde te doit une scène. Grace a ri comme si j'étais dramatique. On dirait que je suis paresseuse. Tu sais à quel point il est difficile de trouver un emploi en ce moment, surtout avec mes compétences. Quelles compétences? Maman a eu le souffle coupé. Joséphine. Je demande sincèrement, quelle compétence commercialisable Grace a-t-elle qui justifie que je prenne de l'argent du fonds d'études de mon fils pour qu'elle puisse prétendre chercher du travail? Papa a frappé la table de sa main. Assez. Tu vas aider ta sœur. Nous avons tant fait pour toi. C'est à ce moment-là que quelque chose de vieux et de fatigué en moi a finalement craqué. Vraiment? Tu veux dire quand vous m'avez dit que je devais contracter des prêts pour l'université parce qu'il n'y avait pas assez d'économies?
Ou quand je n'ai pas pu revenir à la maison après le départ du père d'Henri parce que vous étiez trop vieux pour vous occuper d'un enfant dans la maison. Maman s'est levée. C'est du passé. Oui, ai-je dit. Et je m'en suis sorti sans aide. Grace s'est penchée en arrière, avec un sourire narquois. Tu as toujours eu un complexe du martyr. Je me suis levé calmement, je suis allé à la cuisine, je me suis versé une tasse de café et je suis revenu. Puis j'ai regardé directement mes parents. Si nous jouons au jeu La famille et de la famille, je suppose que c'est à votre tour de l'aider. Maman a cligné des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vends ma maison. La pièce est devenue silencieuse. Papa a froncé les sourcils. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que j'en ai marre d'être le filet de sécurité. Si Grace a besoin d'un endroit où vivre, laissez-la emménager ici avec vous. Vous pouvez la nourrir, payer ses factures et écouter ses excuses. Vous semblez penser qu'elle est si talentueuse. Laissez-la se produire au dîner de famille. Les mains de maman tremblaient légèrement. Tu ne penses pas ce que tu dis. J'ai pris une gorgée de café et je n'ai rien dit. Pas encore. Mais je pensais chaque mot. Au début, ils ne m'ont pas prise au sérieux. Maman a appelé plus tard dans la soirée, sa voix sirupeuse, comme si elle pensait pouvoir aplanir les choses avec le bon ton. Je sais que tu as dit des choses sous le coup de l'émotion, Joséphine, a-t-elle commencé, mais cette famille a besoin de toi. Elle a insisté sur le besoin comme si cela devait me faire sentir honoré. Comme si être traité comme le fonds d'urgence auquel tout le monde pouvait accéder sans demander était une sorte de bénédiction. Je ne plaisantais pas, lui ai-je dit. Je ne vais pas renflouer Grace encore une fois. Alors elle a utilisé la seule chose qu'elle savait qui pouvait me blesser. Et Henri? Veux-tu vraiment qu'il soit déraciné à cause de cette dispute mesquine? Voilà. Mon fils, mon ancre, ma raison de me lever chaque matin quand tout le reste semblait impossible. Je l'avais élevé principalement seul depuis que son père était parti quand Henri avait 5 ans. Il avait déménagé à l'autre bout du pays pour le travail, puis avait lentement disparu de nos vies jusqu'à ce que les SMS d'anniversaire deviennent la seule preuve qu'il se souvenait d'avoir un fils. Mes parents n'avaient jamais aidé de manière concrète. Ils venaient une fois par mois, apportaient à Henri un jouet bon marché, restaient assez longtemps pour se sentir généreux, puis partaient avant que les routines du coucher ou les devoirs ne deviennent gênants. Alors, quand maman a essayé de faire croire que je faisais du mal à Henri en refusant de financer la vie de Grace, quelque chose en moi est devenu glacial. Tu n'as pas le droit de parler d'Henri, ai-je dit. Il est la seule raison pour laquelle je n'ai pas coupé tous les ponts avec vous. Elle est restée silencieuse une seconde, puis la douceur a disparu. Tu es devenue amère, Joséphine. Froide. Nous ne t'avons pas élevée pour que tu sois aussi égoïste. J'ai presque ri. Non, ai-je dit, vous m'avez élevé pour que je nettoie vos dégâts, que je joue le rôle de parent pour votre autre fille, et que je souris pendant que vous la félicitiez de respirer. Elle a raccroché. Pendant 3 semaines, il y a eu le silence. Pas de déjeuner du dimanche, pas de SMS familiaux, pas de messages de Grace, à l'exception de quelques tentatives paresseuses de « tu es toujours en colère » que j'ai ignorées. Pour la première fois depuis des années, ma maison me semblait mienne. Je me suis concentré sur le travail, j'ai emmené Henri au musée, je l'ai aidé avec son projet de science, et je jouais aux échecs avec lui le soir. Il devenait étrangement bon, ce qui me rendait à la fois méfiante et fière. Puis, un mercredi matin vers 11h, ma voisine, Madame Riley, a appelé. « Joséphine, ma chérie, est-ce que tu déménages ?» Mon estomac s'est noué. Pas encore. Pourquoi? Il y a un camion dans ton allée. Quelques femmes transportent des cartons à l'intérieur. Je pensais que tu louais peut-être la maison. J'ai quitté le travail au milieu d'une réunion et j'ai conduit jusqu'à la maison comme si la route était en feu. Quand je suis arrivé, il y avait un camion de déménagement dans mon allée. 2 déménageurs déchargeaient des cartons et Grace est sortie de ma porte d'entrée en tenant une canette de soda comme si elle était chez elle. Et, Joe. Calme-toi. Ce ne sont que quelques affaires. Comment es-tu entré? Maman avait un double des clés, a-t-elle dit en haussant les épaules. Elle a dit que ça ne te dérangerait pas si je m'installais ici jusqu'à ce que je sois installé. Je suis passé devant elle pour entrer dans ma propre maison. Des cartons étaient empilés dans mon salon. La porte de ma chambre d'amis était ouverte. Sa valise était sur le lit,
un sac de sport dans le coin, et un de mes sweats à capuche était jeté sur la chaise. Ce n'était pas juste du désordre, c'était une violation. Mon refuge avait été envahi par la même prétention que j'avais passé des années à essayer de laisser dehors. Sors, ai-je dit. Grace a levé les yeux au ciel. Je ne vais pas saccager l'endroit. J'ai juste besoin de quelques jours. Non, tu n'as pas le droit de te faufiler dans ma maison et d'appeler ça temporaire. Elle s'est moquée. Tu aurais dit non. Tu as tout à fait raison. J'ai appelé un serrurier cet après-midi-là. Grace était assise sur le trottoir, furieuse, appelant maman pour se plaindre comme si nous étions à nouveau des enfants. 1 heure plus tard, maman est arrivée en hurlant dans mon allée au sujet de la trahison et de la cruauté. Je suis resté sur mon porche, les regarder se donner en spectacle pour les voisins, puis j'ai fermé la porte sur son nez. Je pensais que ce serait le pire. J'avais tort. La semaine suivante, Henri est rentré de l'école l'air confus. Mamie est venue me chercher aujourd'hui. Je me suis figé. Elle a fait quoi? Elle a dit que tu travaillais tard. Le bureau l'a laissé partir avec moi. J'avais déjà dit à l'école que seul moi était autorisé à venir le chercher. Sans exception. J'ai appelé immédiatement, la voix tremblante m'est contrôlée, et j'ai exigé de savoir pourquoi mon fils avait été libéré sans ma permission. La secrétaire s'est excusée et a dit qu'elle supposait que c'était bon parce que c'était sa grand-mère. Ce soir-là, j'ai assis Henri et lui ai expliqué les limites d'une manière qu'un enfant de 10 ans pouvait comprendre. Il a écouté sérieusement, puis a demandé si mamie était en colère contre nous. Je lui ai dit la vérité. Mamie est en colère parce que j'ai dit non. Cela ne signifie pas que nous avons tort. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email formel à l'école indiquant que seul moi pouvais venir chercher Henri. Pas de grands-parents, pas de parents, pas d'exception. Puis j'ai appelé mon avocat. 2 jours plus tard, ma banque a envoyé un avis. Quelqu'un avait tenté un virement de $4200 depuis mon compte courant. Il avait été signalé et bloqué. J'ai vérifié les registres de connexion et la tentative provenait d'une adresse IP connectée à la maison de mes parents. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être en colère et que je suis devenu stratégique. Ils avaient donné ma clé à Grace, l'avaient laissé envahir ma maison, avaient utilisé mon fils pour me manipuler, et maintenant quelqu'un avait essayé de me voler. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas crié. Je suis restée silencieuse. Et pour quelqu'un comme moi, le silence signifiait que j'avais fini de réagir. Le lundi matin, maman avait publié sur Facebook, tellement fière de notre fille, Grace, de prendre les choses en main dans les moments difficiles. La vraie famille se soutient, contrairement à certaines personnes. Les commentaires étaient pleins de sympathie, et Grace répondait à tout le monde comme une sainte blessée. J'ai fait des captures d'écran de tout. Puis j'ai appelé ma cousine, Ava. Ava était assistante juridique, vive comme une lame, et elle n'avait pas parlé à mes parents depuis des années après un drame d'héritage de son côté de la famille. Je lui ai tout raconté. Quand j'ai eu fini, elle a fait une pause et a dit, « Tu ne vas pas aimer ça. » Quoi? La maison. Tes parents ont co-signé l'hypothèque originale, n'est-ce pas? Oui, mais je l'ai remboursée. Si leurs noms n'ont jamais été formellement retirés des documents de titre de propriété, ils pourraient encore être en mesure d'interférer avec la vente. La pièce semblait basculer. Soudain, il ne s'agissait plus seulement du loyer de Grace. C'était du contrôle. Ils voulaient avoir la main sur ma maison, mon argent, mon fils, ma vie. Mais ils avaient sous-estimé une chose. Jusqu'où j'irais pour protéger Henri? La maison semblait plus froide après ça. Pas physiquement exactement, mais d'une manière psychologique tranquille, comme si la paix avait été aspirée des murs et remplacée par la tension. Je me levais toujours à 7 heures, préparais le petit déjeuner d'Henri, son déjeuner, et me connectais au travail comme si de rien n'était. Mais j'ai commencé à boire plus de café que d'habitude. Je laissais la vaisselle s'accumuler plus longtemps dans l'évier. J'ouvrais le même tiroir de cuisine 3 fois et oubliais pourquoi j'étais là pendant les réunions Zoom. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout ce que je fixais au mur pendant que mon esprit rejouait la voix de maman. Le sourire narquois de Grace et l'alerte de la banque qui prouvait que quelqu'un avait essayé de me prendre de l'argent. Henri l'a remarqué avant tout le monde. Un soir, après s'être brossé les dents, il est entré dans ma chambre avec le t-shirt de Batman qu'il refusait de laisser tomber.
Il s'est assis sur le bord de mon lit, tortillant le cordon de son pantalon de pyjama. « Maman » a-t-il demandé doucement. « Est-ce que ça va ?» Cela a failli me briser. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai dit, « Bien sûr que ça va. » Mais après qu'il se soit endormi, je me suis assise dans le couloir et j'ai pleuré en silence parce que je savais que ça était quelque chose que je devais construire, pas quelque chose que je pouvais promettre. La première chose que j'ai faite a été de sortir tous les dossiers du jour où j'ai acheté la maison. Dossier d'hypothèque, transfert de propriété, email de la banque, confirmation de paiement, dossiers fiscaux. Je suis resté debout jusqu'à 2 heures du matin à éplucher de vieux PDF à la recherche d'un levier et je l'ai trouvé. Un email de papa au responsable des prêts datant de 8 ans plus tôt. Nous aimerions que nos noms soient retirés du titre de propriété une fois que Joséphine aura franchi le seuil de paiement de 5 ans. Cette maison a toujours été destinée à être la sienne. J'ai fixé cette phrase pendant un long moment. J'ai transféré l'email à Ava. Elle a répondu par un seul mot, or. Ensuite, il y a eu le verrouillage financier. J'ai changé tous les mots de passe. J'ai activé l'authentification à 2 facteurs sur un appareil de secours que Grace ne pouvait pas toucher. J'ai déplacé le fonds d'études d'Henri sur un compte séparé dans une nouvelle institution financière. J'ai vérifié le titre de ma voiture, mon assurance, mes services publics, tout. J'ai ouvert un nouveau compte d'épargne que mes parents ne pouvaient pas suivre et j'ai commencé à y mettre chaque centime supplémentaire. J'ai arrêté de commander à emporter, j'ai annulé les services de streaming et j'ai coupé toutes les dépenses inutiles. Ce n'était pas pour toujours. C'était une préparation. La chute n'est pas venue en un moment dramatique. C'était plus silencieux que ça. C'était se réveiller et réaliser que je n'avais pas envoyé de SMS à un ami depuis 3 semaines. C'était manger des toasts et des œufs parce que faire les courses ressemblait à l'ascension d'une montagne. C'était rester éveillé à 3 heures du matin, me demandant si j'étais peut-être égoïste, froide, ingrate, puis penser à Henri et me forcer à revenir à la vérité. Je ne pouvais pas me permettre de sombrer. Pas avec lui qui me regardait. La reconstruction a commencé par une question. Que veux-je vraiment? Pas ce qui rendrait maman heureuse. Pas ce qui maintiendrait Grace à flot. Moi. Au début, la réponse était simple. La paix. Des limites, un nouveau départ. Puis c'est devenu plus clair. Je voulais vendre la maison. Non pas parce que je fuyais, mais parce que je voulais une maison sans attache, sans revendication cachée, sans double de clés flottant dans le sac à main de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai appelé un agent immobilier. Elle s'appelait Céleste. Milieu de la quarantaine, tailleur impeccable, poignée de main ferme. Elle a parcouru la maison avec un presse-papier en parlant de l'attrait extérieur et des photos de l'annonce. Je lui ai tout raconté, y compris la complication du titre de propriété et le désordre familial. Elle a hoché la tête comme si je venais de décrire un problème de plomberie, pas un désastre personnel. Vous seriez surprise du nombre de personnes qui vendent leur maison pour échapper à leur famille, a-t-elle dit avec un sourire narquois. Céleste a recommandé un avocat spécialisé dans la résolution des problèmes de titre de propriété. Une semaine plus tard, j'étais assise dans son bureau avec Ava à mes côtés comme un chien de garde. Nous avons déposé une requête pour corriger l'acte de propriété et supprimer toute revendication persistante que mes parents pourraient essayer d'utiliser. Le vieil email, mon historique de paiement et des années de preuves financières ont constitué l'épine dorsale du dossier. Mes parents ont reçu les papiers. Pour la première fois depuis des semaines, mon téléphone a sonné avec le nom de Grace. « Joe » a-t-elle dit, essayant d'avoir l'air blessé. « Tu es vraiment tordu en ce moment. Tu veux dire en protégeant ma maison. Tu traînes maman et papa dans des ennuis judiciaires pour un loyer. Pour une intrusion, pour avoir pris Henri de l'école et pour avoir essayé d'accéder à mon compte bancaire. » Il y a eu une pause. Puis elle a lâché. C'était l'idée de maman. Silence. Je veux dire, personne n'a rien volé. J'ai souri pour la première fois depuis des jours. Tu viens de l'admettre. Elle a raccroché. La bataille juridique m'a fait gagner du temps. Mais le travail émotionnel était plus difficile. J'ai recommencé la thérapie, quelque chose que je n'avais pas fait depuis le départ du père d'Henri. Mon thérapeute, Joël, était spécialisé dans les traumatismes familiaux et la récupération des limites. Chaque jeudi à 18 h, je déballais des années de culpabilité.
Je l'avais confondu avec la responsabilité. Un soir, il a dit, on vous a élevé pour vous sentir responsable du confort de tout le monde. Maintenant, vous apprenez que votre paix compte aussi. J'ai écrit cela et je l'ai scotché sur mon bureau. Petit à petit, je suis revenu à moi-même. J'ai cuisiné davantage. J'ai mieux dormi. J'ai commencé à faire du jogging pendant qu'Henri faisait du vélo à côté de moi. J'ai même commencé à esquisser un projet parallèle, une application pour gérer les horaires de garde partagée, quelque chose de pratique né d'une vie douloureuse que j'avais survécue. Un matin, alors que je faisais des crêpes, Henri a levé les yeux et a souri. « Tu chantes à nouveau. » Je ne m'en étais pas rendu compte, mais ce n'était pas fini. Mes parents ont répondu par l'intermédiaire de leur propre avocat, prétendant une entente mutuelle selon laquelle la maison leur appartenait en partie. Puis une enveloppe Kraft est apparue sur mon paillasson. À l'intérieur se trouvait une demande de 72 000 $ en capitaux propres partagés, sinon ils demanderaient une injonction du tribunal pour bloquer la vente. J'ai laissé l'enveloppe sur ma table de cuisine pendant 3 jours. Elle était là comme une menace. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable, appelé Ava et commencé à planifier. Pas dans la panique, dans le silence. L'enveloppe est restée sur ma table de cuisine pendant 3 jours. Je ne l'ai pas relue, mais je ne l'ai pas jetée non plus. 72 000 $. C'est ce que mes parents prétendaient mériter pour avoir signé un papier il y a 10 ans sur un prêt que j'avais payé pour une maison qu'ils n'avaient jamais entretenue, jamais réparée, jamais aimée sans jugement. C'était de la prétention habillée en langage juridique, et pour la première fois, cela ne m'a pas autant effrayé que cela a clarifié les choses. J'ai retrouvé Ava dans un restaurant à 2 villes de là. Elle s'est glissée dans la banquette avec un dossier déjà en main, et ce dangereux petit sourire qu'elle arborait quand elle avait trouvé quelque chose d'utile. Leur revendication est faible, a-t-elle dit. Ils s'appuient sur des capitaux propres implicites, mais il n'y a aucune preuve qu'ils ont contribué après la période initiale de l'hypothèque. Vous payez les impôts, l'assurance, les réparations, tout. Et cet email de votre père disant que la maison a toujours été destinée à être la vôtre. C'est le genre de choses que les juges aiment. L'espoir a vacillé. Mais je ne me suis pas laissé aller à la détente. Je ne veux pas seulement gagner, ai-je dit. Je veux que ce soit propre, permanent. Je veux qu'il soit incapable de me faire ça à moi ou à Henri à nouveau. Ava m'a étudié une seconde, puis a hoché la tête. Alors nous arrêtons de nous défendre et nous commençons à constituer le dossier. La première étape était la réponse juridique. Ava a aidé à rédiger une contre-lettre calme, professionnelle et assez tranchante pour faire saigner sans élever la voix. Elle rejetait leur demande de 72 000 $ et avertissait que s'ils poursuivaient la revendication, nous déposerions une demande de jugement déclaratoire confirmant la propriété unique, plus des contre-plaintes pour harcèlement, tentative de fraude, intrusion, diffamation et interférence impliquant mon enfant. Nous l'avons envoyé en recommandé, avec suivi, signature requise. La deuxième étape était la réputation. Je ne les ai pas dénoncés en ligne. Cela aurait paru désespéré. Au lieu de cela, j'ai parlé avec soin à des personnes qui comptaient. Madame Jenkins, mon ancienne professeure d'anglais au lycée, écrivait maintenant le bulletin communautaire. Quand je lui ai dit que ma mère avait pris Henri de l'école sans permission, son visage a changé. Ils ont fait quoi, a-t-elle demandé. 3 jours plus tard, sa chronique est parue. Quand les liens familiaux sont franchis, chaque parent devrait être attentif. Elle n'a nommé personne, mais dans une petite ville, les gens savaient exactement de qui elle parlait. En une semaine, mes parents ont cessé de se présenter au club de bridge. Maman a supprimé sa publication Facebook faisant l'éloge de Grèce. Papa a cessé de répondre aux commentaires de vieux amis de l'église. Grèce, bien sûr, a publié des citations vagues sur la trahison, mais à ce moment-là, les gens posaient des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre sans s'exposer. La troisième étape était l'isolation financière. Ava m'a présenté à Ella, une comptable judiciaire aux yeux bleus glaciés et à la voix qui faisait paraître l'absurdité illégale rien qu'en la répétant. Elle a examiné 10 ans de mes comptes et a établi un rapport montrant que chaque paiement d'hypothèque, facture d'impôt, prime d'assurance, facture de réparation, remplacement de CVC, mise à niveau électrique, reçu d'aménagement paysager et coûts d'entretien provenaient de moi. Pas de mes parents, pas de Grèce. Moi. Ella a également aidé à tracer la tentative de virement bancaire. Les données n'étaient pas suffisantes pour mettre quelqu'un en prison en soi,
mais c'était suffisant pour qu'un juge y prête attention. La tentative de connexion était liée à l'adresse de mes parents. Le moment correspondait à la semaine après que Grace ait essayé d'emménager chez moi. Combiné avec le fait que Grace ait lâché que c'était l'idée de maman, cela est devenu partie d'un schéma. Un schéma était exactement ce dont nous avions besoin. J'ai déplacé le fonds d'études d'Henri dans une fiducie protégée qui ne pouvait pas être touchée sans l'approbation du tribunal. J'ai changé de banque, changé de mot de passe, verrouillé mon crédit et supprimé tous les contacts d'urgence qui incluaient mes parents. J'ai même contacté le conseiller scolaire d'Henri et je me suis assuré qu'il y avait une trace écrite qu'aucun parent n'était autorisé à avoir accès à lui. Chaque porte qu'ils avaient utilisée auparavant était maintenant verrouillée de l'intérieur. La préparation émotionnelle était plus difficile. Joël, mon thérapeute, n'arrêtait pas de me rappeler que la culpabilité n'était pas la preuve que j'avais tort. On vous a entraîné à confondre leur confort avec votre devoir, a-t-il dit. Maintenant, vous apprenez la différence. Certaines nuits, je me demandais encore si je détruisais la famille. Puis Henri s'endormait sur le canapé avec ses devoirs de mathématiques ouverts, et je me souvenais de la vérité. Je ne détruisais rien. Je le protégeais d'un incendie auquel j'avais échappé trop tard. Puis Céleste a appelé. Un promoteur avait vu l'annonce et voulait faire une offre en espèces au-dessus de la valeur du marché. C'était le genre d'offre qui pouvait donner à Henri et à moi un nouveau départ. J'ai dit oui, mais avec des conditions. Préavis de 48 heures avant les inspections. Pas de visites anticipées. Image de sécurité préservée. Céleste a accepté, bien qu'elle sache clairement que je m'attendais à des ennuis. 2 jours plus tard, elle a rappelé. Vos parents sont passés à la propriété. Mon sang s'est glacé. Que s'est-il passé? Ils ont essayé d'entrer. Ils ont dit qu'ils étaient copropriétaires. Je leur ai dit que nous avions des documents montrant la propriété unique sous votre nom et en attente d'examen par le tribunal. Elle a fait une pause, puis a ajouté, votre mère a dit que vous faisiez une dépression nerveuse et qu'ils essayaient juste de vous aider à retrouver votre santé mentale. Voilà. La campagne de dénigrement était passée de fille égoïste à femme instable. Mais cette fois, ils étaient tombés droit dans le piège d'une caméra. Le système de sécurité a tout enregistré. Maman se disputant avec Céleste, papa se tenant derrière elle, Grace faisant les 100 pas près du porche, et maman disant clairement, cette maison n'a jamais vraiment appartenu à Joséphine de toute façon. Elle est juste restée ici. Ava a déposé la requête en jugement déclaratoire le lendemain matin et a assigné les images. Nous avons également inclus des preuves d'attaque personnelle, y compris un message que Grace avait envoyé au conseiller scolaire d'Henri, insinuant que j'étais mentalement instable. Ce qu'il voulait utiliser comme une arme est devenu une preuve. Ce week-end-là, j'ai emmené Henri camper. Pas de téléphone, pas de bruit, juste des guimauves, de l'air froid et des étoiles parsemées au-dessus de la tente. Alors que nous étions dans nos sacs de couchage, il a demandé, « Tu es toujours en colère contre mamie et papy ?» J'ai réfléchi longtemps. Je ne suis pas seulement en colère, ai-je dit. Je m'assure qu'ils ne peuvent plus nous faire de mal. Il a hoché la tête dans le noir et a chuchoté, « Bien. » C'est à ce moment-là que j'ai su que j'étais prête. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais. Pas de colonne de marbre dramatique, pas de banc des jurés, pas de discours tonitruant, juste un banc de juges, quelques rangées de sièges et une table où Ava et moi étions assises avec des dossiers empilés entre nous. C'était une audience devant un juge, juste le juge examinant notre requête en jugement déclaratoire et la réclamation de mes parents pour des capitaux propres. Pourtant, mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes poignets. Mes parents sont arrivés en retard. Maman portait des perles et un tailleur bleu marine qu'elle pensait clairement lui donner un air digne. Papa avait l'air fatigué, plus petit en quelque sorte, comme si la performance l'avait épuisé. Grace n'a pas été autorisée à entrer au début car elle avait été citée comme témoin. J'ai appris plus tard qu'elle s'était disputée avec la sécurité du palais de justice à ce sujet, ce qui n'a pas vraiment aidé leur image. Ava a commencé calmement. Elle a soumis les dossiers d'hypothèque me montrant comme l'emprunteur principal, l'historique de paiement, les dossiers fiscaux, les relevés d'assurance, les factures de réparation et l'email de papa disant que la maison a toujours été destinée à être la mienne. Le juge a lu celui-là 2 fois. Puis Ava a soumis l'alerte bancaire, le rapport d'incident scolaire, les captures d'écran et les images de sécurité de la tentative d'entrée après que la maison a été mise en vente. Quand j'ai témoigné,
j'ai gardé une voix stable. J'ai expliqué comment j'avais payé la maison, élevé Henri là-bas, l'avais entretenu et croyais que les noms de mes parents étaient une formalité technique temporaire. Puis j'ai raconté les parties les plus difficiles. Grace s'installant sans permission, maman prenant Henri de l'école, la tentative de virement et la façon dont ils ont ensuite essayé de me faire passer pour instable quand j'ai résisté. Maman a essayé de présenter cela comme de l'inquiétude. Elle a dit qu'il ne faisait que protéger les actifs familiaux et aider Grace à trouver une stabilité. Le juge a posé des questions simples. Avez-vous vécu dans la maison? Non. Avez-vous payé les impôts fonciers? Non. Avez-vous contribué financièrement après la période initiale de l'hypothèque? Silence. Papa a finalement marmonné. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit de respect. Le juge a baissé les yeux sur les papiers puis les a regardés. Le respect n'est pas un intérêt de propriété. Quelques minutes plus tard, il a rendu son jugement. Le tribunal a conclu que j'étais la seule propriétaire légale et en équité de la propriété. Toute réclamation persistante liée à mes parents a été supprimée. Leur demande de capitaux propres a été entièrement rejetée. Juste comme ça, la chose qu'ils avaient essayé d'utiliser comme une chaîne est devenue du papier dans un dossier. 3 jours plus tard, j'ai envoyé des copies de la décision publique aux personnes à qui ils avaient chuchoté. Le conseil de l'église, le club de bridge, de vieux amis, quelques parents. Je n'ai pas ajouté de drame, juste une courte note disant que les documents clarifiaient les rumeurs récentes sur ma maison et mes finances. Les retombées ont été immédiates. Maman a essayé d'appeler les gens pour s'expliquer, mais les explications semblent faibles quand une ordonnance du tribunal se trouve dans la main de quelqu'un. Grace a publié en ligne sur la trahison et la loyauté familiale, mais les commentaires étaient plus froids cette fois-ci. Les gens en avaient assez vu. Certains ont demandé pourquoi elle avait essayé d'emménager dans une maison qui n'était pas la sienne. D'autres ont posé des questions sur l'incident bancaire. Elle a supprimé la publication le matin même. La vente a été finalisée 2 semaines plus tard. Offre en espèces, titre de propriété clair, sans attache. J'ai acheté une maison plus petite plus loin, calme et confortable avec un grand jardin et un citronnier parce qu'Henri a décidé qu'il voulait un stand de limonade l'été prochain. La première nuit là-bas, il a couru de pièce en pièce comme si nous avions emménagé dans un château. Je suis resté dans la cuisine, entouré de cartons, et j'ai pleuré parce que chaque mur n'appartenait qu'à nous. 1 mois après le déménagement, Henri est rentré à la maison avec une enveloppe de couleur crème. « C'est de mamie », a-t-il dit. Le bureau me l'a donné. Mon estomac s'est noué, mais je l'ai ouverte. Une page dactylographiée. Nous n'aurions jamais pensé que tu irais aussi loin. Tu nous as humiliés, tu as embarrassé la famille et tu as choisi l'argent plutôt que le sang. Quand tu seras seul, souviens-toi que nous avons essayé de t'aimer. Tu as rendu cela impossible. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai plié soigneusement et l'ai jeté à la poubelle. Henri m'a observé attentivement. Est-ce que ça va? J'ai regardé ses yeux inquiets, l'enfant qu'ils avaient essayé d'utiliser comme une monnaie d'échange. Puis j'ai souri. Oui. Tu veux une pizza? Son visage s'est illuminé. Je peux avoir 2 garnitures? Tu peux en avoir 4. Quelques nuits plus tard, nous étions assis sur le porche de la nouvelle maison. Les grillons chantaient dans l'herbe, et Henri construisait un vaisseau spatial en Lego sur une table pliante pendant que je buvais du thé dans un vieux sweat à capuche. La rue était calme. Pas de visite surprise. Pas d'appel culpabilisant. Pas de double de clé dans les mauvaises mains. Juste de l'air, des arbres et la paix. Maman, a demandé soudainement Henri. Es-tu heureuse maintenant? J'ai regardé le jardin, le citronnier, la douce lumière jaune qui se déversait de nos fenêtres. J'ai pensé à la femme que j'étais. Celle qui disait toujours oui, qui ravalait toujours sa colère, qui croyait toujours que l'amour signifiait être utile. Puis j'ai regardé mon fils, en sécurité et souriant, et j'ai hoché la tête. Je pense que je le suis enfin. Quand j'ai fermé la porte sur mon passé, je ne me suis pas seulement éloigné d'eux. Je me suis dirigé vers la vie qu'ils n'ont jamais cru que je pourrais construire sans.